C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT, CapGPT, CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu le plaisir en fait de discuter avec Félix Chrétien. Félix est un ami, est un ancien employé et aujourd'hui est scientifique de données chez Move AI. Avec Félix, on a discuté des changements dans le développement d'applications en sciences des données, en intelligence artificielle dans les dernières années. Il y a eu tellement de changements dans cette industrie-là que malgré le fait que ça fait seulement 4-5 ans que Félix est sur le marché du travail, son métier a complètement évolué. On a parlé de projets concrets qui ont été faits chez MoveAI, donc le projet de Ricardo Plus pour créer un système de recommandation de repas et aussi un projet chez Metro. Donc, deux projets très concrets qui peuvent vous donner des idées pour votre entreprise. Et finalement, on a fini avec un sujet un peu plus philosophique, un sujet économique qui est en fait les inégalités de comment l'IA va potentiellement exacerber les inégalités de revenus. Donc, un sujet qui est très important pour le futur de notre société. Maintenant, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer du Keb GPT Podcast qui sort tous les mercredis. Et aussi, si vous avez une entreprise et que vous avez envie d'automatiser vos processus, de gagner en vitesse grâce au modèle GPT et à l'intelligence artificielle, visitez le www.kebgpt.com pour voir les services que nous offrons et évidemment prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter de vos projets. Sinon, je vous souhaite bon épisode. Salut Félix, comment ça va? Hey, salut Charles, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci. Écoute, ça fait très plaisir de t'avoir sur le podcast, sur le CapGPT Podcast. Pour donner un petit peu de contexte à tout le monde, Félix, je l'ai rencontré à l'université. J'étais son laborantin ou chargé d'enseignement en Ouais. économétrie, C'est toi le back premier in qui the m'a days. montré, c'est toi le premier qui m'a montré à développer en R à l'époque. Ah, R. C'est mon premier amour de langage de programmation. Je l'utilise plus beaucoup, un peu comme une vieille ex que tu vois plus. Là. J'essaie de ne pas trop l'utiliser. Est-ce que tu utilises R encore un peu? Ou? Non, mais des fois, ça revient un peu la menace de devoir travailler en R, là, mais à date, je m'en suis sorti. La menace. Moi, littéralement, je pense que je n'ai pas vu personne depuis 5 ans. Je n'ai pas eu à travailler ou je n'ai pas vu de projet en R depuis un sacré bout de temps. Là. Je ne sais pas si tu en as vu dernièrement. Ouais, non, mais tu sais, quand chez Move, on a des mandats, tu sais, quand tu as des mandats avec des organismes plus old school, mettons, style Ouais. bancaire, style gouvernement, ben là, R réapparaît dans le territoire. Ah, d'accord, d'accord. Après ça, Félix, tu as travaillé pour moi chez Fluxion pendant presque un an. Et peut-être tu peux nous parler un petit peu par la suite, là, qu'est-ce que tu as fait de bon ces dernières années comme scientifique de données? Ouais, sure. On a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé ma carrière de data scientist avec toi il y a quasiment 4 ans. Je sortais de l'université, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Puis c'est toi qui m'a offert ma première job. Fait qu'on a travaillé ensemble en consultation pendant à peu près 1 an. Ouais, Après ça, je suis allé travailler chez Maxa AI, qui est une start-up qui font des produits d'analyse. Dans le temps, on était beaucoup dans le forecasting pour les entreprises, pour la grande entreprise. ouais, Puis là, ils sont dans tout ce qui est ils ont toute une suite d'analytiques. Fait que si tu as les données d'un système de gestion de ton entreprise, ben eux, ils vont te faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, là, ça a sûrement bien évolué depuis le temps, là, mais ils vont faire tes prévisions de vente, ils vont faire des profils de tes utilisateurs, probablement des choses comme ça, puis ta clientèle. J'ai fait quelques mois là-bas.
Max, ça, c'est le bon vieux. On fait du AI, mais tu aurais pu appeler ça des stats, de l'économétrie, genre quelques années avant, ça n'aurait pas été brandé machine learning. Là. Ouais, un peu. Ben, je pense qu'ils font, tu sais, on fait vraiment du machine learning, mais c'est vrai que ben, souvent, tu sais, des statistiques plus économétrie, plus classiques, ça fait souvent la job, surtout même en prévision. Là. On faisait bien du machine learning, mais honnêtement, je trouve que l'économétrie, souvent, c'est super performant pour ces tâches-là. Ouais, c'est ça. Mais c'était super intéressant parce que c'était la compagnie qui m'a forcé comme scientifique de données à sortir d'un mindset de statisticien pour aller vraiment vers un mindset de développeur logiciel. Ouais. Parce que là, vraiment, il fallait mettre les mains dans un gros code base, il fallait le comprendre. Puis il y a bien du monde des leads techniques là-bas qui m'ont vraiment gros aidé à m'améliorer côté développement logiciel. Donc, c'était super intéressant. Puis, au bout de quelques mois, ben, j'ai décidé de me joindre à MoveAI. Puis, MoveAI est une boîte de consultation d'une cinquantaine. Puis, on fait des mandats, des projets pour des business de toutes les tailles. Là. On a des business québécois quand même connus comme Ricardo, comme les épiceries métro, comme la STM dans nos mandats qu'on a réalisés ou qu'on est en cours de réalisation. Puis on a des plus petits projets de consultation avec des startups, des fois qui font de l'IA même en pré-seed funding. Fait que vraiment en début de parcours. Super. Super. Fait que c'est ça, tu travailles dans ces trois organisations-là. Comment ton travail a changé ou comment les mandats ont changé depuis 4 ans? Ça ne fait pas si longtemps que tu es sur le marché du travail, mais ça a quand même évolué au final ce qu'on fait. Là. Ouais, notre job, elle change pas mal. Là. Même ça n'a comme pas de sens de dire ça fait 4 ans que je travaille puis je vois une évolution puis je parle déjà comme un vieux, là, mais c'est un peu ça. Notre carrière, elle n'existait même pas. Notre job, elle n'existait même pas il y a 10 ans, là, où elle a commencé à exister, scientifique de données, il y a 10 ans. Je te dirais, je pense que récemment, j'en parlais, puis ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé, ce qu'on faisait, c'était vraiment de la science. C'était des expériences, les outils qu'on utilisait c'était beaucoup dans la nomenclature du scientifique. Mon titre, c'est scientifique de données. Je faisais des expérimentations que je devais traquer, que je devais loguer. Mes outils que j'utilisais avaient des icônes en forme de fiole, puis il y avait des icônes en forme de rapport, comme si j'étais vraiment c'est ça, un scientifique qui faisait des expérimentales. Fait que quand on arrivait sur un nouveau mandat, peu importe c'était quoi le use case, il fallait qu'on aille voir des articles académiques, aller voir, OK, on pense qu'on va attaquer le problème de telle façon, on va modéliser ça de telle façon. On pense que ça se fait en intelligence artificielle, là, par exemple, c'est faire tel type de prévision de vente ou que sais-je, faire tel type de classification. Fait qu'on regardait des articles académiques, puis on finissait par dire OK, oui, ça se fait, puis on construisait quelque chose, mais c'était tout le temps, même si on utilisait des librairies open source, là, j'assume que les auditeurs sont un peu techniques. Là, fait que je parle de librairies et de choses comme ça. Mais on utilisait Si quand les même. gens ne sont pas techniques, une librairie, c'est en fait une compilation de code qu'on peut utiliser. C'est un outil, en fait, qu'on peut aller prendre sur une tablette et utiliser en tant que scientifique de données pour faire X, Y, Z. Là, si on était plombier, on pourrait utiliser un wrench, mais dans notre cas, c'est des librairies qui font des modèles qui ont une modélisation prédéterminée qu'on peut utiliser pour faire de la visualisation de données, des trucs comme ça. C'est ça, on ne part jamais de rien. Fait que c'est ça, fait on partait de presque rien, en fait, quand on faisait nos mandats. Puis aujourd'hui, ma job, ben, c'est de moins en moins ça. Aujourd'hui, au lieu de lire des articles académiques, je lis beaucoup des manuels d'instruction de produits qui existent déjà, de solutions complètes. Fait qu'au lieu de développer nos solutions, souvent, on va installer des solutions qui sont offertes par les Google, Microsoft de ce monde, AWS. On va encore faire un peu d'expérimentation, puis on va encore développer des solutions from scratch, mais le plus souvent, les architectures que je vais conseiller à mes clients, c'est des architectures qui exploitent vraiment des solutions existantes là, qui sont faites par d'autres grands joueurs. Là. Sinon, puis ça, ce que ça fait, c'est que
les taux de succès des projets ont vraiment, vraiment beaucoup augmenté. Ouais, ça, le taux de succès augmente, puis le coût diminue de manière, mettons, 80, ça peut avoir diminué de 90% parce qu'on n'est plus dans expérimenter quelque chose, on n'est plus certain, puis juste partir sur une Oui, puis recherche. ce qu'on a construit, c'est pas mal moins qu'avant. Avant, il fallait tout faire à chaque projet, il fallait réinventer la roue à chaque fois. Maintenant, il fallait trouver comment on allait attaquer le use case. Là, tout est packagé. On sait les technologies qui sont winners pour la plupart des cas d'usage. Fait que c'est pas mal plus. Pardon, mon anglicisme, c'est pas mal plus streamliné ce qu'on a à faire. Ouais, c'est un peu moins de l'aventure, c'est un petit peu moins excitant, c'est moins de la R&D, mais pour le client et même pour nous, là, parce que tu sais, parfois tu partais sur un projet puis tu disais, bon, en même temps, c'est une petite organisation ou une moyenne organisation qui n'a pas un budget infini, même si c'est potentiellement financé par le gouvernement, ça peut être assez frustrant pour eux que toi, tu ne saches pas si ça va fonctionner parce qu'on n'était vraiment pas dans l'implémentation d'une solution, même juste le 4 ans. Puis des fois, les clients le comprenaient un petit peu mal, qu'on était dans la recherche et développement, là, puis qu'on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Fait que c'est clair que ça l'a changé pas mal. Ceci étant dit, je pense que c'est notre background de scientifique de données est encore hyper important parce que juste comprendre le mindset, même si tu es dans une solution qui est un peu plus que tu vas implémenter que tu vas prendre sur l'étagère puis que tu vas l'implémenter, il faut quand même utiliser des stratégies de testing, tous ces trucs-là que des ingénieurs logiciels, disons, plus standards n'ont pas dans leur banque à outils. Puis nous, on l'a fait beaucoup plus parce qu'on a eu à créer nos propres modèles. Ça fait des années qu'on fait ça. Ah oui, non, c'est sûr. C'est pas, les solutions sont encore, demandent encore beaucoup de configuration. C'est pour ça qu'on vend des projets. Si les solutions étaient toutes 100% à grand public, ben, on ferait d'autres choses. Là, et on leur suggérerait à nos clients de simplement prendre ça. Mais les projets d'IA, c'est sûr, ça prend encore un vraiment fort bagage statistique juste pour le configurer l'outil comme il faut, pour identifier les bonnes architectures à prendre pour résoudre le cas d'usage, c'est essentiel. Là. Puis quand on regarde un scientifique de données pour procéder à une embauche, aujourd'hui, c'est sûr, ça prend des gens très forts en développement logiciel parce que nos clients, à cause que la technologie est plus mature, s'attendent que ça vive en production et que ce soit robuste. Mais ça prend du monde aussi qui ont une formation vraiment forte en statistique. Parce que quand les problèmes arrivent, les bugs arrivent, si tu n'as pas cette formation-là, tu ne réussiras pas à trouver les solutions. Ouais, c'est ça. C'est pas des bugs classiques que tu peux juste voir dans le code puis trouver une solution. Tu nous parles justement de systèmes qui viennent en production pour des clients. As-tu des conseils peut-être à des auditeurs, des entrepreneuses qui nous écouteraient ou des dirigeants, dirigeantes? À quel moment c'est peut-être le temps de faire le saut en IA? Quand ce n'est peut-être pas le moment? C'est quoi? Comment tu approcherais ça avec une entreprise qui viendrait te voir? Oui. Bien, la plupart du temps, c'est les entreprises. On ne manque pas d'entrepreneurs qui identifient des problèmes qui pourraient peut-être être résolus en IA. Le problème, généralement, ce n'est pas de trouver des projets, c'est de trouver les bons projets, puis c'est filtrer les mauvais projets. Fait que le plus souvent, moi, dans mon travail, je rencontre énormément d'entrepreneurs qui arrivent avec un projet, on aimerait ça faire ça avec l'IA. La première chose à faire, c'est vraiment d'aller regarder les processus internes de l'entreprise, de regarder ton projet, il résout quel problème d'affaires exactement. Après, il faut s'assurer que c'est un cas d'usage qui se résout vraiment bien avec l'IA et qui ne se résout pas avec une solution beaucoup, beaucoup plus simple. C'est quelqu'un qui t'arrive qui dit moi, j'ai une application qu'il y a des utilisateurs qui s'ajoutent, puis moi, à la main, il faut que j'aille dans le logiciel pour compléter leur inscription. Est-ce que le AI pourrait faire ça? Il me semble que c'est trop compliqué. Ben non, tu vas coder une solution qui va le faire de façon automatique à une application web normale. Il va prendre les inscriptions et les ajouter à l'application. Tu ne vas pas utiliser l'IA pour faire ça. C'est beaucoup trop compliqué pour c'est sortir un outil qui est juste pas adapté, qui est bien trop coûteux puis beaucoup trop complexe pour ça. Oui, puis je rajouterais que dans ce cas-là aussi, la grosse problématique, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement. C'est
si c'est une petite problématique qui peut être résolue, puis que ça peut coûter quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars un projet comme ça, il faut qu'il y ait un beau retour sur investissement aussi et pas juste régler une petite partie d'une solution, puis que sinon le projet ne viendra jamais à jour parce que à terme, ça n'aura pas de sens économique, là. Ben oui, il faut que ça se monétise, puis il faut que tu fasses l'effort d'avance de calculer le retour sur investissement. De toute façon, on est chanceux au Québec, il y a beaucoup de subventions puis de financement pour ces projets-là. Donc, les organismes subventionnaires, si tu vas aller l'avant avec un projet, les organismes subventionnaires vont regarder avec toi ton plan d'affaires pour voir si ça fait du sens. Fait qu'il faut que tu ailles avec un plan quand même solide. Puis sur le retour sur investissement, c'est souvent là, honnêtement, qu'on va filtrer le plus de projets, puis même le plus d'entreprises. Ça, puis l'infrastructure, là, on pourrait y revenir, mais quand un entrepreneur commence à dire oui, on perd un temps fou à faire telle chose qu'on aurait automatique l'IA, il y a Manon qui passe, je ne sais pas, 5 heures par semaine, il y a Mario. Quand tu commences à nommer des noms, là, c'est parce que tu n'automatises pas assez d'affaires avec ton truc. Il faut que tu aies vraiment une masse critique d'emploi, d'heures que tu vas sauver, ou tu vas avoir un impact tangible sur tes process, tu vas améliorer les humains, tu vas vraiment aider les humains concrètement à prendre les meilleures décisions avec l'IA. Ouais, c'est ça. Ben, tu dis, nomme des noms. Peut-être s'il y en a 5, si tu peux automatiser l'équivalent de 5 postes, ça peut être rentable ou 2, 3 en tout cas. Oui, c'est une image là, que je donne, là, mais c'est ouais. sûr qu'il y a moyen de rendre ça rentable aussi. 5-6 postes, ça commence à être. Tu Puis, parles. c'est important aussi. On Vas-y, parle de vas-y. postes, mais c'est important pour moi de dire, j'ai jamais vu l'IA remplacer un poste là, en tant que tel. Là. C'est remplacer des parties, des tâches un peu que les gens n'aiment pas souvent, là, des tâches répétitives qui demandent peu de créativité qu'on va remplacer, mais on va vraiment permettre aux humains de travailler sur les parties de leur emploi où ils ont un plus grand impact. Là. Non, c'est ça. Quand tu fais de la place, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres choses. C'est pas comme si à l'entreprise, en ce moment, on n'avait rien à faire, puis que quand tu enlevais des tâches, il n'y avait plus rien à faire, là. La majorité du temps, tu vois, le travail n'est pas parfaitement fait. Il pourrait avoir plus de documentation. Le travail pourrait être mieux fait. Fait que, si tu fais de la place sur des tâches répétitives, ben, les gens vont être plus heureux et pourront mieux performer dans les tâches à plus forte valeur ajoutée, là. Ben oui, les tâches de bureau, même, je pense, toutes les tâches de bureau, je rencontre, tout le monde est overwork, tout le monde travaille tellement fort. Fait que quand tu leur en enlèves, ils sont genre, ah, phew, je vais pouvoir faire Ouais. avancer mes autres dossiers que ça fait longtemps. Non, c'est ça. Puis, tu parlais de financement. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de comment ça marche au Québec, au Canada. Qu'est-ce qui est disponible? Puis quel genre de projet peut être financé pour quel type d'entreprise? Oui, bien, ça va varier. Ça va varier selon les secteurs d'activité. Moi, dans mon travail, je vois beaucoup des projets, l'organisme InvestAI, puis les organismes sectoriels comme Scale AI, qui sont des organismes gouvernementaux avec contribution des entreprises le plus souvent, qui sont là vraiment pour financer une partie des projets parce qu'il y a encore, qu'on le veuille ou non, il y a encore une partie recherche et développement associée à ces projets-là. Il y a encore une incertitude technique. Fait qu'avec ces organismes-là qui viennent backer, ben, ça vient permettre des projets qui seraient peut-être trop risqués pour être 100% financés par les entreprises. Il y a un super de beau site là, qui je pense que c'est la vitrine IA Québec qu'on utilise souvent. OK. On mettra dans Ouais, dans les notes de mettre dans les l'épisode. notes. Oui, Tu me l'enverras. exactement. Fait que ça, j'encourage tout le monde à aller là-dessus. Là. La vitrine IA Québec, que tu sois comme scientifique de données, consultant ou comme entrepreneur, c'est un site qui va te permettre de voir toutes les sources de financement disponibles, les acteurs de l'écosystème. Puis, tu as même un genre de questionnaire, un quiz sur ta maturité IA, voir si tu es prêt pour aller vers l'IA, puis c'est quoi le financement qui serait possible pour ton projet là en particulier. OK, cool, cool. En entrée de jeu, tu nous mentionnais quelques projets sur lesquels tu as travaillé, Ricardo, Métro. Peut-être tu peux, ou en tout cas, où ton entreprise a travaillé dessus. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ces projets-là, puis un peu dans le concret, c'est comment ça peut aider les entreprises à faire Ouais, plus de ben, cash. MovieEye, c'est ainsi, j'ai travaillé j'ai pas travaillé sur tous ces projets-là, mais en ce moment, MovieEye, on vient de sortir de, de, de publier publiquement notre projet avec Ricardo où Ricardo a sorti une plateforme qui s'appelle Ricardo Plus.
Puis cette plateforme-là permet que, ben, Ricardo, on s'entend, je pense que tout le monde connaît le site de recettes. C'est le site de recettes à Ricardo que tous les Québécois utilisent. C'est Si tu des as des gens, Français, ouais, c'est des Français. les Français, c'est Marmiton, Ouais. Québécois, ou je pense que c'est celle-là pas mal. Ah ouais. Ça, c'est quoi, 65, 750 grammes aussi, je pense qu'il existe. Ouais. C'est dans ce style-là. Puis Ricardo Plus, ça permet, c'est une plateforme qui va qui va te permettre d'enregistrer des recettes que tu aimes, puis de va te faire automatiquement tes menus pour la semaine avec l'IA. OK. Puis ça, en gros, l'engine qui est en arrière, c'est un système de recommandation. OK. Fait que notre équipe, on a tout installé, on a utilisé une solution existante d'AWS, puis on a installé le système de recommandation. Il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été fait pour calibrer l'engin de recommandation, s'assurer qu'on ne mange pas du tofu toute la semaine. Si tu en as mangé une fois la semaine passée. Puis en ce moment, ça va super bien. L'engin est en production, puis il y a un super de bon retour. Le client est super content, puis les utilisateurs aussi l'utilisent. Moi, mettons, j'ai le tofu. Est-ce que tu peux-tu l'enlever, là? Ah, je sais pas, je pense que tu peux dire qu'est-ce que tu n'aimes pas. Je sais que tu peux dire des choses que tu es allergique. Fait que si tu dis je suis allergique au CIA, c'est sûr que tu n'auras jamais de tofu. Allergique au tofu. Il goûte à rien. OK, ouais, ben ça c'est super. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que pour Ricardo, ça a permis de créer un nouveau produit qu'il n'y avait pas avant, puis d'avoir augmenté la valeur de sa marque, la valeur de son produit, de son app avec ce genre de système-là. Puis sans ça, ben, ça restait un peu du web 2.0, là, des recettes sur une page, puis un peu that's it, là. Oui, puis tu viens, tu sais, qu'un peu plus tu sais, ça te donne une meilleure comme utilisateur, une meilleure découvrabilité. Il y a plein de recettes que tu adorerais probablement, mais ça ne vient pas de la chercher. Fait que là, on a vraiment amélioré leur engin qui permet que c'est des recettes que tu adorerais cuisiner, ben, ils arrivent à toi et ça te permet de les découvrir. Fait que pour l'utilisateur, il y a plein de valeur. Ouais, c'est ça. Il va comprendre que moi, j'aime ça 10 minutes ou moins. Oui, mais Facile. honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas été dans tous les détails de ce projet-là, mais je pense que tu as des recettes, je pense qu'ils ont même un tag pour des recettes rapides. Fait que ouais, si tu fais juste des recettes rapides, là, je dis ça sans avoir vérifié, là, ça se pourrait que tu aies plein de recommandations de recettes rapides qui t'arrivent. Si vous avez juste des recettes longues et que vous êtes paresseux comme moi, allez dire à Félix sur LinkedIn que ça ne marche pas leur affaire. Ah, ça me fait plaisir de prendre vos commentaires. J'absorbe Euh, toute la haine. ouais, c'est ça. Ça marche pas, tabarnak! J'avais juste 10 minutes, puis là, j'ai faim. Sinon, le projet avec Métro, ça ressemblait à quoi? Ça répondait à quelle problématique pour l'entreprise? Ben, le projet Métro, le cœur du projet, c'est vraiment donner une visibilité sur les progressions, sur la quantité de produits qu'on pense qui vont être vendus dans les prochains jours, dans les prochains mois. Fait que c'est la prévision de vente qu'on a faite avec eux. C'est implémenté, je n'ai pas le compte, là, mais c'est implémenté dans plusieurs épiceries métro. Ça fonctionne super bien. Puis ça donne, pour une certaine catégorie de produits, les épiciers ont accès à des bonnes prévisions de vente qui prennent en compte est-ce que tu es l'été, tu vends plus de hot dog l'été, est-ce que tu es proche du Super Bowl? Pendant des mois, on a entendu parler du Super Bowl chez Mauvais, on entendait parler d'ailes de poulet et du Super Bowl. Parce que c'est juste dans ce temps-là que le monde se met à manger des ailes de poulet ou presque. Fait qu'il faut que l'engin prenne ça en compte dans ses recommandations, dans ses prévisions de vente. Puis est-ce que, là, là je sors de la boîte, là. Est-ce que Ricardo te recommandait des ailes de poulet proche du Super Bowl aussi? Ou le... Écoute, ça, je ne sais pas si on est rendu là, ce serait une belle addition à faire. Selon la période de l'année, je pense que ce serait super intéressant à ajouter. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Moi, j'ai des idées pour vos projets, Ah, tu as guys. plein d'idées, on va donner ton nom. Ouais, prévision de la demande pour ce genre d'entreprise-là, c'est hyper utile. Dans une autre vie comme stagiaire, j'ai travaillé chez Rona, dans le siège social. On faisait de la prévision de la demande pour des rabais à la mitaine dans un fichier Excel. C'était incroyable. On regardait les anciens pics des rabais pour un marteau, puis on se disait, on va en commander tant. Et on avait à peu près 1 milliard de trop de stock, ces tablettes. Quand un nouveau PDG est rentré, il a coupé ça. Imagine si ça avait été de la nourriture périssable, ça aurait été terrible. Ouais. Puis ça, c'est des compagnies qui.
C'est pas le cas de métro, là, mais c'est beaucoup les compagnies manufacturières ou de commerce, surtout commerce au détail, qui vont compétitionner à cette heure contre des Amazon. Ouais. Qu'eux, ils ont je ne sais pas combien de doctorats qui font leur prévision de la demande là, à l'interne, puis qui font de la recherche là-dedans pour être sûr d'avoir les meilleures prévisions possibles pour optimiser leur inventaire. Ça va permettre d'avoir les prix les plus faibles possibles. Tu n'auras Ouais, même plus le choix d'embarquer là-dedans. non, c'est ça. Puis ça a été prouvé depuis des années que ça fonctionne. Amazon le fait depuis je ne sais pas quand et ça marche. Donc, si, je ne sais pas, en fait, ma question, ça serait à quel moment ça va être rentable pour des plus petites organisations d'utiliser ça, tu sais, si potentiellement qu'il y Ouais. a des solutions genre BigQuery off the shelf que tu pourrais utiliser presque en AutoML pour faire ce genre de prévision-là. Ouais, ben BigQuery ML, ça en est un exemple. Off the shelf, il offre une super belle suite autour de modèles. Il appelle ça les nouveaux modèles comme Arima amélioré. Ouais. Tu sais, c'est pas l'Arima de ton grand-père, comme on dirait. C'est pas l'Arima avec lequel tu as étudié. Là, on va Dans mon rentrer dans grand-père, trop ouais. technique, là, mais tu sais, c'est les modèles économétriques que tu as étudiés d'Arima où il fallait que tu détermines quasiment à vue, là, en regardant des graphiques, c'était quoi la bonne configuration. Maintenant, il y a des super belles suites d'Auto-Arima puis d'Arima qui permettent d'avoir des régresseurs externes. Puis ça, tu en as des off-the-shelf qui existent. Ouais. Fait que, Mon ça va grand. devenir très bientôt, ça va devenir super rentable pour la PME. Et j'anticipe même que les ERP vont améliorer leur offre vraiment bientôt de prévision de la demande comme built-in dans l'ERP, Ouais, c'est clair. système de C'est clair gestion. que c'est ça, tu pourrais même utiliser sans avoir ta donnée nécessairement dans BigQuery qui vit là comme base de données à long terme. Tu pars ton ERP puis juste utiliser l'API de BigQuery ML pour faire cette job-là spécifiquement parce qu'il est tellement puissant pour la prévision, pour le forecasting de la demande. Ouais, c'est clair que ça s'en va vers là, même pour les plus petits joueurs. Justement, mon grand-père avait une épicerie à Trois-Rivières quand j'étais jeune et lui, sa prévision de la demande, il la faisait au boulier, le bon vieil Arima au boulier. Beaucoup de plaisir. Écoute, on va faire un petit switch, une petite section plus économique. Félix et moi, on a moi, j'ai une maîtrise en économie. Félix en a deux. Il a gradué de la prestigieuse Paris School of Economics en 2019. 2018, ouais. T'étais pas loin. Peut-être 2019, 2018. en fait, je me souviens plus. Probablement 2019, parce qu'il me semble que j'étais engagé en 2019. Ouais, ok, ça devait être En tout cas, 2019. on va pas, Pas s'estimer. on va pas s'ostiner là-dessus. On va jaser un petit peu d'économie. Donc, automatisation, changement à ce niveau-là, il y a beaucoup des gens qui disent qu'il y a des risques pour l'humanité. Bon, on ne va pas nécessairement rentrer dans ces détails de ces risques-là parce qu'on pourra en parler pendant longtemps. Par contre, un risque que je trouvais intéressant pour à réfléchir du côté économique, c'est le risque d'accroître les inégalités dans le monde. Pour donner un mini brief économique sur la répartition des revenus. En ce moment, la théorie économique dit que bon, à peu près un tiers des revenus seraient au capital, donc tout ce qui les machines, un peu, si tu creuses un trou, là, la pelle, elle te coûte un tiers du creusage de trou, puis le pelleteur te coûte 2 tiers. Avec l'automatisation, certains pensent que ce chiffre-là va aller de plus en plus vers le capital parce que, disons, l'intelligence va diminuer en valeur parce qu'il va y en avoir de plus en plus dans les grands modèles de langage, entre autres. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques pour les inégalités, des inégalités accrues dans le futur? Ou, C'est-à-dire, entre les détenteurs de capital puis les non-détenteurs de capital, est-ce qu'il y a des risques de. Tu sais, Ouais, le capital et le travail ne sont pas juste substituts, là, sont compléments surtout. Fait que ouais, si on a des gros investissements en intelligence artificielle, ça va augmenter la valeur du travail aussi, là. C'est sûr que ceux qui détiennent, tu sais, les détenteurs ceux qui ont beaucoup de fonds dans ces entreprises-là, dans les Google, heureusement qui est une compagnie publique, ou dans les OpenAI, qui ne l'est pas, là.
c'est sûr que ces gens-là vont avoir beaucoup de revenus puis vont concentrer beaucoup des revenus de l'implémentation de l'intelligence artificielle. Mais tous les travailleurs comme toi et moi, Charles, ou même comme, je pense à un directeur financier qui a maintenant accès à bien plus de visibilité sur les finances de son entreprise, ou en fait, n'importe quel corps d'emploi, son travail est amélioré. Fait que la valeur de son travail est améliorée avec le capital. Là où, comme les effets de substitution entre, puis qui pourraient créer des inégalités, je trouve qu'il est peut-être le plus fort, puis c'est ce qu'on a vu depuis les dernières années, c'est entre les salariés. Ouais. Disons, probablement, le salaire moyen, il est de plus en plus, il y a de plus en plus de modes là, de moyenne. C'est plus juste. Puis, je pense qu'il y a plus un risque entre encore une fois, on a vu une augmentation des inégalités entre, mettons, les travailleurs éduqués et les travailleurs non éduqués avec comme tout ce qui était les emplois manufacturiers des années 80 qui ont pu exister, en tout cas au moins dans les pays développés. Ouais. Peut-être qu'avec l'IA qui automatise de plus en plus de travail, les employés qui sont allés moins longtemps à l'université ou qui ont moins d'éducation en général, peut-être que leurs salaires vont plus plafonner encore. Puis c'est de la valeur qui va être capturée par les gens qui sont capables de travailler avec l'intelligence artificielle. Ouais, ben c'est ça. Il y a deux trucs. Tu peux avoir étudié. Il y a deux visions. Il y a des visions qu'il y a des gens qui disent, bon, il y a mettons par rapport mettons, à des développeurs ou à des gens, peu importe ta job, mettons le top travailleur, même mettons, dans un même domaine, qui utilise l'intelligence artificielle pourrait devenir genre 10, 15 fois, 20 fois meilleur que l'autre personne. On peut penser mettons, à un avocat qui utilise l'IA pour l'aider en lisant des textes de loi, en lisant des anciens jugements. L'autre vision, c'est que peut-être que l'avocat pas bon va devenir un avocat bon parce que tout le monde utilise les mêmes outils. Un peu l'idée de, avant, si je voulais aller chez mes parents à Brossard de Montréal, il fallait que je réfléchisse au chemin, à quelle heure on était. Maintenant, j'ouvre Google Maps, puis tout le monde est au même niveau, parce qu'il n'y a plus d'intelligence à aller chercher. Fait que, il y a ces deux visions-là contradictoires à voir. Mais là où on ne voudrait pas s'en aller, c'est un monde où l'avocat bon, qui comprend vraiment bien les fondements du droit, est capable de faire les cas les plus compliqués, puis est capable d'en faire plus grâce à l'IA. Puis l'avocat moins bon, qui faisait les cas moins compliqués, il a plus de difficultés à se trouver une job, il a moins de demandes pour son travail parce que son travail est substitué par l'intelligence artificielle. Ça, tu vois, ce serait le monde vers lequel on ne veut pas se diriger. Ouais, c'est ça. Puis après ça, potentiellement, la question, c'est est-ce que ça, les travailleurs moins doués vont être plus facilement remplaçables ou on va plus attaquer justement les cas plus compliqués parce qu'ils valent plus cher. Donc, c'est plus rentable, à automatiser, à suivre. On peut le voir dans notre métier aussi. Si on a un ChatGPT qui est capable de coder ou un GitHub Copilot, si tu es data scientifique, puis si tu es un scientifique de données, puis ta carrière de scientifique de données tient qu'au fait que tu connais comment interagir avec les librairies de base de sciences des données, ou tu es capable de coder des trucs de base, bien là, tu vas avoir de la misère peut-être un peu plus à trouver un emploi. En tout cas, c'est le monde pessimiste. Parce que ça ne sert à rien, parce que le ChatGPT est capable de le faire à ta place. Tandis que les très bons scientifiques de données qui comprennent les fondements, avec ChatGPT, sont capables d'aller encore plus vite, de passer plus de temps à faire des cas plus complexes, fait que ces gens-là, leur travail vaut plus. Ouais, c'est ça. Ce serait un cas, ce serait un exemple fictif vers lequel on pourrait se diriger où ça crée plus d'inégalités. Mais tu vois, c'est entre travailleurs, c'est pas entre capital et travail. Après ça, peut-être que si on passe au cas de l'avocat, les avocats moins bons qui sont automatisés, c'est peut-être ceux qui ont les logiciels d'automatisation qui font l'argent des travailleurs moins bons. Là. Peut-être. C'est ça qui est le fun d'étudier. Puis ça me manque de quand j'étais aux études en économie, c'est qu'il y a tellement d'effets croisés, puis il y a tellement.
c'est tellement le fun, là, ces conversations-là. Puis quand on rentre à faire de la modèle, les économistes font des modèles, puis ça s'attarde vraiment à tous ces effets-là d'interaction. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir dans tous les sens où ça pourrait aller, puis finalement, c'est quoi la vraie direction que ça va prendre. Ouais, c'est clair. Justement, pour les travailleurs moins bons à l'écoute, qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient apprendre? Quelles skills quelles compétences vont avoir beaucoup de Écoute, valeur dans les prochaines années, hein? je peux absolument pas je peux pas me prononcer pour tous les corps de métier. Je sais qu'en développement logiciel, il est quand même de bon ton, puis c'est quand même vraiment le mode d'esprit est plus les compétences versus l'éducation, versus les années d'université. Mais en général, la règle, puis c'est vraiment une tendance vraiment forte, qu'on le veuille ou non, peu importe les innovations technologiques qui arrivent, que ce soit l'automatisation par des logiciels standards, l'IA, par de l'automatisation mécanique, plus tu étudies longtemps dans des domaines compliqués, mieux tu vas t'en tirer. Mais ça, c'est vrai dans tous les cas. Fait, la bonne nouvelle, c'est que la solution est connue puis est assez simple. Puis la solution, ça va être la même, peu importe les évolutions technologiques. C'est quand tu as la chance, quand tu es étudiant, ben, étudie dans les domaines compliqués. Puis Ça va être étudie quoi? longtemps surtout. Je pense que c'est surtout en nombre d'années d'études que c'est toujours la tendance, c'est tout le temps forte que tu n'auras pas de chômage, tu vas avoir moins de chômage, puis tu vas avoir Moi, j'ai des connu meilleures des gars qui ont performances. fait 7 ans au cégep, puis ils s'en sortent pas si bien que ça. Oui, mais quand je le sais, on a tous ces. C'est ça qui est fou, c'est on a tous ces cas-là en tête, mais quand on regarde les vraies statistiques d'emploi, ils sont vraiment pas nombreux, puis c'est vraiment des cas aberrants. Écoute, Félix, on va finir là-dessus. Si les gens ils veulent chialer sur l'outil Ricardo, ils peuvent te retrouver où? Ben, ils peuvent me trouver sur LinkedIn. LinkedIn, Félix Chrétien. Ils peuvent m'écrire directement à ma inbox, je prends toutes les plaintes. Parfait. Écoute, je mettrai ton compte LinkedIn en note. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast, puis au plaisir de te revoir pour philosopher sur les enjeux économiques et les opportunités d'affaires avec l'IA. Ben ouais, ça a été un plaisir. Merci, Félix. Alors, c'était l'épisode avec Félix Chrétien. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, si vous avez envie de créer votre propre application ou API avec les modèles GPT, je vous invite à me contacter au kepgpt.com. Visitez notre site web, prenez rendez-vous avec moi et ça me fera plaisir de discuter avec vous de vos projets. Sinon, restez à l'écoute du KEP GPT Podcast qui sort tous les mercredis et je vous dis à la semaine prochaine.